Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver cette semaine pour les actualités des marchés financiers qui correspondent au Noté pour vous numéro 300. Parmi les éléments de ce Noté pour vous numéro 300, j'ai choisi d'attirer votre attention sur 3 points. Le premier concerne la directive Solvabilité 2. Le deuxième point concerne la proposition du Conseil de stabilité financière pour la résolution des chambres de compensation centrales. Et le dernier point concernera l'ensemble des mises à jour par l'ESMA de ces documents de questions-réponses. Le premier point dont je voulais vous parler concerne donc les modifications qui sont envisagées par l'EIOPA, l'autorité européenne de supervision financière pour le secteur de l'assurance, sur le règlement délégué de la directive Solvabilité 2. Vous savez que ce règlement délégué est un règlement très important, très lourd en nombre de dispositions et aussi au niveau de ses impacts. Alors ce règlement de 2014, qui a été publié par contre en 2015, voit aujourd'hui sa légitimité contestée au niveau de sa mise en parallèle avec le règlement fonds propres pour le secteur bancaire, à savoir le CRR. En effet, sur de nombreux points, des divergences apparaissent entre la réglementation applicable au secteur bancaire et la réglementation applicable au secteur assurantiel, alors que pour l'EIOPA, ces différences n'ont pas de justification propre. Ce sont donc sous 21 thèmes que l'EIOPA va aborder la réforme de ce règlement délégué de la directive Solvabilité 2. Parmi ces 21 thèmes, j'en ai choisi 3. Le premier thème concerne les expositions aux collectivités locales. En effet, il y a un régime différent selon que l'exposition aux collectivités locales est régie par les dispositions du CRR ou du règlement délégué Solvabilité 2, alors qu'il n'y a aucune raison légitime pour qu'une telle différenciation ait lieu. Le deuxième point concerne également des expositions, et cette fois c'est les expositions aux chambres de compensation centrales. Là aussi, 2 traitements différents pour le secteur bancaire et le secteur de l'assurance, alors qu'aucun motif réel ne peut expliquer cette différence de traitement. Le dernier point, et qui est le plus important, concerne le traitement des fonds propres. Alors sur cette question-là, qui correspond aux thèmes 20 et 21 de l'EIOPA, un gros travail a été fourni par l'autorité européenne puisqu'un tableau a été inséré dans le document de consultation pour pouvoir mettre en évidence les différences qu'il existe pour des instruments de type Tier 1 et de type Tier 2 quand ils sont émis et régis par les dispositions du secteur bancaire, donc du CRR, ou par les dispositions du règlement délégué Solvabilité 2. Le tableau va donc utiliser plusieurs caractéristiques de ces instruments financiers Tier 1 et Tier 2 pour pouvoir les comparer. Alors, on va relever notamment la question de la maturité, la question de la subordination, la question du cas de mise en faillite, mais également tout ce qui concerne les coupons, qui vont être mis et comparés par l'autorité européenne pour montrer les différences qui ne seraient pas tout le temps justifiées entre les deux secteurs de la banque et de l'assurance. Bien entendu, la question de l'absorption des pertes va également être traitée puisqu'elle est pour le moment traitée vraiment de manière différente par le secteur bancaire et par le secteur de l'assurance. La consultation est donc ouverte jusqu'au 3 mars. C'est une consultation importante pour nos établissements français puisque nous sommes un des pays qui rassemble le plus d'établissements qui font partie de ce secteur qu'on appelle la banque assurance. Le deuxième point dont je voulais vous parler concerne le document qui a été publié par le Conseil de stabilité financière et qui va concerner des orientations ou des lignes directrices, puisque le FSB n'est pas habilité à émettre une réglementation en dur. Dans cette consultation qui était très attendue, il ressort tout d'abord un choix fait par le Conseil de stabilité financière d'une réglementation douce pour les chambres de compensation centrales, surtout au regard de la réglementation qui avait été choisie pour le secteur bancaire.
La volonté du FSB a été de cumuler plusieurs objectifs qui, parfois, peuvent paraître contradictoires. Le premier, ça a été évidemment d'éviter de faire fuir les utilisateurs des chambres de compensation en fonction de la nouvelle réglementation qui serait proposée. Le deuxième objectif était évidemment, classiquement en matière de résolution, de ne pas faire supporter aux contribuables le poids d'une faillite et d'une mise en résolution d'une chambre de compensation centrale. Et le dernier élément, qui était un des objectifs aussi prioritaires, a été de circonscrire tout risque de contagion au secteur financier. Ce choix d'avoir des mesures beaucoup plus douces que celles qui ont été posées pour le secteur bancaire est caractéristique notamment dans deux des propositions du FSB. La première de ces propositions concerne les critères de résolvabilité. En effet, le FSB décide que ces critères ne sont pas exhaustifs et surtout que ces critères ne puissent pas être considérés comme des seuils de déclenchement fixes, voire même automatiques. Donc là, il y a vraiment une réelle volonté du FSB de rassurer les utilisateurs de ces chambres de compensation centrales. La deuxième proposition va, elle, concerner le traitement des marges initiales. En effet, il a été choisi par le FSB de préciser que les marges initiales ne pourront être utilisées comme outil de résolution qu'en tout dernier ressort. Donc c'est vraiment, là aussi, une volonté de rassurer les acteurs de marché sur la disposition et l'utilisation de ces marges initiales, les membres compensateurs ayant rappelé au Conseil de stabilité financière que les marges initiales ne sont pas leurs fonds, mais sont des fonds ou des instruments qui appartiennent à leurs clients. Sur cette question de la mise en résolution des chambres de compensation, je vous rappelle que la Commission européenne s'est elle aussi penchée sur le sujet et que je vous en avais fait part dans un de nos rendez-vous hebdomadaires, puisque ce document avait été publié fin novembre 2016 et que classiquement, là aussi, la Commission européenne avait proposé que soient distingués deux cas. Le cas où la chambre de compensation peut être rétablie, et donc avec un cas où il y a un plan de rétablissement, et le cas où la situation est telle que le choix doit être fait de mettre la chambre de compensation sous un régime de résolution. Le dernier point dont je voulais vous parler cette semaine concerne les mises à jour faites par l'ESMA de ces nombreux documents de questions-réponses. Alors, sur plusieurs thèmes cette semaine, l'ESMA a publié des mises à jour. Elle les a publiées notamment sur la réglementation abus de marché, avec des nouvelles questions sur les déclarations des dirigeants et les recommandations d'investissement. Concernant la réglementation EMIR, l'ESMA a tenu à préciser et à expliciter les mesures transitoires à mettre en place avec la nouvelle réglementation en matière de reporting qui s'appliquera à partir du 1er novembre 2017. Concernant la réglementation sur les marchés d'instruments financiers, l'ESMA a choisi cette semaine de donner des précisions sur les critères de reconnaissance d'un internalisateur systématique. Cette semaine, elle répond également à des questions sur tout ce qui concerne le trading algorithmique, puisque de nombreuses interrogations entourent encore cette question de ce trading algorithmique et de ses limites. Dernier document qui a été actualisé par l'ESMA, ça concerne les informations financières et tout particulièrement les mesures alternatives de la performance. Voilà pour les actualités de cette semaine. Je vous souhaite de passer un excellent week-end et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.